ZTE, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux et vous propose aujourd'hui un épisode un peu inattendu, la découverte d'une grande figure féminine à travers une autre femme que les auditeurs connaissent bien et qui l'incarne aujourd'hui au théâtre, que nous rencontrons aujourd'hui à nouveau en compagnie cette fois de l'auteur de la pièce, Marie Lusignol et Patrick Tudoret, bonjour. Bonjour. Bonjour Guillaume. Merci d'avoir accepté mon invitation. Marie Lusignol, comédienne, chanteuse lyrique, vous incarnez depuis près d'1 an Juliette Drouet au théâtre, bientôt de retour au Festival d'Avignon. Alors le public chrétien vous connaît bien, vous qui avez été remarqué par Michael Lonsdale et qui avez interprété Jeanne d'Arc, Sœur Faustine, qui avait mis en scène et interprété La boutique de l'enfer. Interprété, vous l'interprétez? Oui, bien sûr, je jouais le rôle d'Anna. D'accord. Et puis, les auditeurs de ZTO vous connaissent parce que vous aviez déjà participé, Marie, à un épisode il y a 2 ans. Donc, je mettrai le lien de cet épisode pour que les auditeurs puissent plus connaître votre parcours personnel que vous décriviez. Et puis, vous êtes aussi la voix du podcast Bethesda et puis la voix souvent du podcast Télio. Là, on vient de lire, d'enregistrer juste avant un des futurs épisodes avec Jeanne d'Arc que vous aimez bien en plus. Oh oui, merci énormément de m'avoir fait lire cette histoire. C'est une joie. Patrick Tudoret, vous êtes écrivain, auteur d'une 20aine de romans, d'essais, de pièces de théâtre. Vous êtes l'auteur notamment de L'écrivain sacrifié, L'homme qui fuyait le Nobel. Votre dernier ouvrage, La gloire et la cendre, raconte l'ultime victoire de Napoléon. Il est sorti il y a 2 ans. Et vous avez écrit Juliette, Victor Hugo, Mon fol amour, roman paru en 2020 et que vous avez adapté pour le théâtre. Alors, on va parler de Juliette au cours de cette émission. Déjà, pour commencer, Juliette, Victor Hugo, Mon fol amour, c'est un seul en scène interprété par Marie Lusignol. Déjà de nombreuses représentations dans toute la France, un retour attendu au Festival d'Avignon après déjà l'année dernière. Et moi, j'ai eu la joie d'assister à une des toutes premières représentations, c'était même avant Avignon l'année dernière. C'est une pièce assez merveilleuse, une très bonne critique. Je citerai Jean-Luc Moreau qui dit « Marie Lusignol ne joue pas Juliette, elle est Juliette ». Alors, Patrick Tudoret, j'aimerais vous poser justement cette question. Pour commencer cette émission, d'où vient cette idée de mettre en lumière Juliette Drouet ? Ça vient de très loin, en fait. Et c'est ce qui fait que, sans doute, il y a, enfin, je l'espère, je le crois, il y a une profondeur qui préside à ce projet. Une vraie profondeur. Mon père, qui nous a quittés il y a maintenant 4 ans, était un fou de Victor Hugo. Et vraiment, il était capable de réciter du Victor Hugo pendant 1 heure, sans interruption. Et un jour, on a eu une longue discussion autour de Victor Hugo. Puis un jour, évidemment, il m'a parlé de Juliette Drouet. Je devais avoir 18 ans. Et ça m'a intrigué. J'ai commencé à regarder, comme je suis un fou de curiosité, de travail. J'ai commencé à explorer et je suis tombé sur cette figure féminine absolument extraordinaire d'une femme qui aura su aimer le même homme pendant plus de 50 ans, malgré tous les aléas que l'on sait. Et donc vraiment cette figure, je la portais en moi depuis longtemps. J'avais envie d'en faire quelque chose, quoi, je ne le savais pas. Et donc j'ai écrit, comme vous l'avez dit, pas mal de bouquins, une 20aine, et ça a longuement mijoté, on pourra dire, et une sorte de décantation assez longue, même très longue. Et puis un jour, je me suis dit qu'il fallait que je passe à l'acte, et j'en ai fait un roman. C'est la première fois où il y a un roman écrit à la première personne, ça je le souhaitais ardemment, c'est-à-dire donner la parole à Juliette Drouet, qui le méritait bien. Et le parcours magnifique du roman montre que j'ai eu raison. Ça a été vraiment un vrai travail, que de me mettre dans la peau d'une femme. Déjà, je souhaitais beaucoup faire ça. Pour la première fois. Voilà, ça fait quoi quand on est écrivain homme de se mettre dans la peau d'une femme? Mais en fait, comme je suis un peu prudent tout de même, j'avais demandé l'avis de beaucoup d'amis IES.
et qu'elle fût écrivaine ou pas d'ailleurs, et elle m'avait tout dit, ce qui m'avait rassuré. Mais pour te connaître, on sait qu'il y a quelque chose. Tu as une sensibilité qui peut être aussi féminine, c'est-à-dire que tu n'es pas j'allais dire, tu n'es pas qu'une espèce de plantigrade viril, ce que je peux être éventuellement, mais enfin, j'espère être beaucoup plus que ça, et avec une sensibilité qui m'incline assez souvent du côté des femmes, il est vrai, tant j'ai tendance à préférer d'ailleurs les femmes aux hommes. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas, il y en a beaucoup sans doute qui ne connaissent pas encore bien Juliette Drouet, en quelques mots, c'est une femme effectivement exceptionnelle qui sort des sentiers battus, l'amante pendant 50 ans de Victor Hugo et une femme qui a écrit des milliers de lettres. Plus de 22 000 lettres. Aujourd'hui, on dit 23 000. Ouais, 23 000, ce qui est absolument faramineux. C'est l'équivalent de presque Colossal. 2 par jour. Donc vous dites c'est une femme qui n'est pas que jolie, qui a un esprit très vif. Et grâce à elle, elle permet de découvrir un Victor Hugo plus humain. Oui, c'est le parti pris que j'avais dans le roman et qui se transpose à la scène, évidemment. Marie va raconter un peu comment le projet, la genèse du projet, parce que c'est vrai que l'histoire... non, mais Marie va se rattraper, j'ai des questions. L'histoire est jolie, l'histoire est jolie. Que personne ne s'inquiète. Donc je l'ai voulu dans le roman, effectivement, lui donner la parole parce que elle méritait très largement qu'on lui rende cet hommage. Il y avait eu, alors là, il y a une biographie qu'il faut que je cite, de Florence Nogrette, professeure à la Sorbonne, avec qui nous avons lié amitié, et qui a la même perception de Juliette, c'est-à-dire vraiment une figure féminine magnifique, quelqu'un de très intelligent, de très généreux, etc. Très belle biographie parue chez Flammarion. Et moi, je me disais que vraiment, il fallait passer outre certains préjugés, parce qu'il y a toujours des préjugés qui courent, et qu'avaient fait courir certains pisse-vinaigres, appelons-les comme ça, qui considéraient Juliette un peu comme une vestale préposée au culte du grand homme, et qui n'aurait été que cela. Et en fait, c'est vraiment... dire ça, c'est faire preuve d'une ignorance crasse, parce que Juliette a été bien plus que ça. Et moi, j'ai tendance à dire, et Marie le sait, que sans Juliette Drouet, Victor Hugo n'eût pas été vraiment Victor Hugo. On ne peut pas dire qu'elle l'a façonné, bien entendu, ce serait trop fort. Mais elle a eu une influence sur lui, elle a eu une force telle pour lui, qu'elle l'a aidé à surmonter tous les drames qu'ils ont dû affronter ensemble, et surtout, elle l'a aidé à éclore, à être vraiment Victor Hugo quand elle le rencontre. Dans la pièce, on le dit, il y a des passages comme ça, que Marie pourrait le dire de mémoire d'ailleurs. Sa figure était celle d'un collégien pris en faute. Du haut de ses 30 ans, il en paraissait 10 de moins, et son essoufflement de jeune centaure trahissait sa hâte de me retrouver. Voilà, donc il avait 30 ans, c'était un homme... Un jeune homme qui a été promis à toutes les cimes, évidemment. Elle a 26 ans, il a 30 ans. Et voilà. Donc, souvent, on imagine d'ailleurs qu'il y a un plus Elle grand était écart. comédienne, hein. Tout à fait. Et c'était une grande comédienne, d'ailleurs. Alors, c'était une comédienne, en tout cas reconnue, qui avait beaucoup d'admirateurs. Et là encore, on parle de petites comédiennes un peu médiocres, genre qui jouaient dans des spectacles de patronage. Non, excusez-moi. Mais elle avait joué à l'Odéon, elle avait joué au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Elle avait joué avec les... Elle rentrera à la Comédie Française. Tout à fait. Après la rencontre avec Victor Hugo. Alors ça Par a été... l'entre-gens de son Toto. Grâce à Victor Hugo, mais ça a été un camouflet sérieux, puisque la Comédie Française, ils l'ont fait entrer, mais ils ne l'ont jamais distribué. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais joué. C'est peut-être une vengeance. Bien sûr, c'est une vengeance parce que ils n'avaient pas pu dire non à Monsieur Victor Hugo. Alors Marie et Patrick, vous êtes rencontrés comment ? Je laisse la parole à Marie. Si tu me permets de raconter l'anecdote. Alors moi, j'ai connu Patrick tout simplement par les réseaux sociaux et aussi également par des émissions de radio sur RCF. Je cite aussi Sophie Noailles, voilà, si elle écoute ce podcast. Et à la suite de ça, donc de cette interview, j'ai pris connaissance du coup du roman de Patrick, de Juliette, sur Juliette, et je me suis dit, il faut à tout prix que je lise ce livre. Parce que moi-même, j'ai une passion pour Juliette Drouet. J'ai découvert cette histoire par ma grand-mère qui m'a fait aimer Victor Hugo. Et les poèmes de Victor Hugo m'ont souvent touchée, mais au plus profond. C'est-à-dire que dès que je lisais du Victor Hugo, j'étais profondément touchée par ce qu'il écrivait et par, j'ai envie de dire, son âme d'écrivain. Il y a quelque chose qui passait. Ça me fait pas ça avec tous les auteurs. Hein. Donc voilà, il y avait quelque chose qui passait déjà jeune. Et en creusant un petit peu sur l'histoire, j'ai découvert cette femme
Et c'est revenu en écho quand j'ai vu le roman de Patrick. Je me suis dit, il y a quelque chose. Donc, j'ai saisi une opportunité, c'est-à-dire que je lui ai écrit sur Messenger. Je me suis dit, bon, allez hop, je prends pas son mail, je Vive vais le direct. numérique. Enfin, le Vive numérique le peut avoir numérique. des vertus, la preuve. Et je lui ai écrit un petit message. J'avais lu à peu près la moitié de son livre. J'avais pas encore fini, que j'avais une hâte de le rencontrer. Je me suis dit, je sais pas, j'aimerais adapter son livre en seul en scène. C'était tout de suite clair pour moi. Il fallait faire quelque chose. Donc, j'ai écrit à Patrick, de manière très simple, en lui disant bonjour, vous ne me connaissez pas, je suis comédienne, voilà, j'aimerais que vous rencontrer éventuellement pour que l'on puisse parler d'une adaptation de votre livre que j'ai beaucoup aimé, qui est très fin, subtil sur la personnalité de Juliette, et j'aimerais en discuter avec vous. Est-ce que vous seriez prêt à me rencontrer? Voilà, c'est à peu près ce que j'ai écrit en gros. Bon, Patrick m'a laissé un petit peu mijoter pendant quelques semaines. Je me suis dit, il va pas me répondre. En vrai, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un d'assez quand même reconnu, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, voilà. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'en fait, il va pas me répondre. Et en fait, si, il m'a répondu. Nous nous sommes rencontrés à la suite de ça. Il fallait juste le temps de faire une petite investigation. Je te laisse continuer du coup, parce que de son côté, il a fait exprès. Voilà. Le bougre. Oui, absolument. D'abord, il y a beaucoup de sollicitations et surtout via les réseaux sociaux, énormément de sollicitations. Et là, il importe quand même de faire un tri parce qu'il y a énormément quand même de fantaisistes ou de gens pas très sérieux. Et là, j'ai vu qu'elle relançait timidement. Et puis finalement, on s'est rencontrés. Je me suis renseigné évidemment sur qui elle était. J'ai vu qu'elle avait un très joli parcours, qu'elle avait été élue par Michel Lonsdal, donc qui l'avait mise en scène, qui avait été en quelque sorte son maître. Donc évidemment, tout ça ne pouvait que plaider en sa faveur. Et donc on s'est rencontrés. Et je me souviens, c'était près de l'opéra, je crois, la première fois. Et puis ensuite, je l'ai testé tout simplement, comme pour un casting, comme on dit en bon français. Eh bien, je l'ai testé parce que il fallait le testé faire. Comment alors? Et donc, comme pour le livre, je faisais beaucoup de conférences, de rencontres. Eh bien, moi, j'aimais bien faire ça déjà. J'ai fait ça avec plusieurs amis comédiens. Et donc, j'ai demandé à Marie de venir lire des extraits du livre. Donc, elle était en tenue de ville. Et elle lisait juste des extraits au public. Et là, j'ai vu le pouvoir d'aimantation qu'elle avait. C'est-à-dire que vraiment, le public était saisi, déjà bouleversé. Il y avait quelque chose qui passait de manière très, très forte. Et souvent, d'ailleurs, on venait me voir après en me disant « Mais elle est formidable, elle traduit ce que vous avez écrit d'une manière merveilleuse. » Et donc, après, ça a pris de l'ampleur. Tu es venu à un salon du livre que je contribuais à organiser dans un magnifique lieu, un château dans le Vendômois. Et là, le public s'est accru. Et donc, je voyais bien le public vibrer. Et elle adorait lire, évidemment. J'en demandais encore. Ouais. Voilà. Et là, j'ai pris la décision, effectivement, non seulement d'écrire un seul en scène pour elle, mais de faire un sur-mesure. C'est-à-dire que de même que nous avons fait la robe qu'elle porte sur scène, c'est une robe qui a été faite par une vraie couturière de théâtre, et une costumière sur mesure, vraiment dans des matières oui, nobles, Claire Bigot, très nobles. merci Claire pour cet écran. La robe est magnifique, c'est le premier élément du décor. Eh bien, pareil, j'ai fait un sur-mesure absolu. Alors, je ne sais pas si c'est un texte de taffetas et de soie, mais j'ai voulu faire un peu comme la robe. Et Marie, vous me disiez hier, Patrick, quand on préparait cette émission, que Marie vous avait dit « Jouer cette pièce, c'est la chance de ma vie ». Pourquoi Marie, c'était la chance? Ah oui, j'ai dit ça carrément. Waouh. C'est Patrick qui me l'a dit, donc mais je peux pas vrai, en douter. Je ne sais pas si je l'ai formulé comme ça, mais en tout cas... Mais c'est vrai, effectivement. Oui, souvent, je te l'ai dit parce que en fait, il y a eu un écho. À vrai dire, j'ai passé un casting, j'avais une vingtaine d'années, pour un long métrage sur Juliette et Victor Hugo. Et ce casting, le film ne s'est pas fait, et le casting c'était très très bien passé. Et c'était la première fois de ma vie où je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Juliette, entre guillemets, il y a quelque chose, quoi. Même en termes ça allait au-delà du simple rôle. Je me sentais vraiment, je sentais un lien et un point commun avec cette femme, et c'était fort, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. Le film se fait pas, y a pas de suite, donc une grosse déception. Et 15 ans après, je vois cette opportunité, et effectivement, j'ai dit à Patrick, mais pour moi, je peux pas faire autrement. Il faut jouer Juliette. Pour moi, c'est presque un peu un rôle inattendu pour vous, Marie, parce que on vous avait vu incarner des personnages héroïques, des saintes, et là, il s'agit d'une amante. Oui, exactement. Héroïque, mais j'ai envie de vous dire, Guillaume, Thérèse de Lisieux est une grande amoureuse. C'est juste que ça se décline à l'amour humain, mais ce sont de grandes amoureuses. Elles ont ça en commun, que cet amour fou pour là, Juliette, c'est pour un homme, pour Victor Hugo, et Thérèse, c'était pour Jésus. Donc, j'ai envie de vous dire, finalement, c'est lié. Il y a cette même énergie d'amour. Et puis, oui, Juliette a été héroïque dans le plein sens du mot, voilà, puisque Victor Hugo, oui. je le mets en épigraphe au début de mon roman, où Victor Hugo lui rend hommage
dans les années 60. Donc il a attendu 10 ans après. Lors du coup d'État de 51, Hugo a pris des risques insensés. Il était menacé de mort. Voilà, les soldats avaient ordre de le coller contre un mur dès qu'ils le trouvaient. Et donc elle lui a sauvé la vie. Elle lui a aménagé des caches. Elle a changé de cache. Elle lui a trouvé même l'ultime refuge chez un éditeur de journal bonapartiste qui était de ses amis et qui était une grande âme, une âme noble, qui était bonapartiste et pourtant qui a caché l'ennemi numéro 1 du régime. L'ennemi du régime de Napoléon III. Voilà, tout absolument. À fait. Donc ça, c'est magnifique. Et donc, elle a été vraiment une héroïne au plein sens du mot. Et puis, toute la vie qu'elle a menée. Justement, cette vie, la pièce, ce seul en scène qui dure un peu plus d'1 heure, il y a une sorte de rétrogradage dans la pièce, puisqu'on commence, Juliette, elle a 67 ans, et on va remonter en arrière. Depuis, à partir de son enfance pieuse. Tout à fait. Pourquoi elle se retrouve à Bruxelles à 67 ans? En fait, elle claque la porte un peu à Victor Hugo parce qu'elle croit s'être fait tromper encore une fois de plus. Elle a découvert une lettre d'admiratrice de trop. Voilà. Et du coup... Elle était jalouse? Oui. Très. Lui aussi. Lui aussi, c'est ça qui est fou. Enfin, lui aussi, mais il a un peu gonflé quand même. Mais elle était très jalouse aussi, très exclusive. Et elle apprend, elle a l'impression qu'il l'a trompée une fois de plus, parce qu'il faut dire que Victor Hugo s'en est donné à cœur joie quand même. Et elle part comme une adolescente, en fait. Et c'est ça que j'aime chez Juliette. C'est cette fougue qu'elle a en elle, même du haut de ses 67 ans. Elle quitte Paris sans rien dire et elle se retrouve dans une chambre d'hôtel un peu, très sobre, très simple, qui fout un peu le cafard, c'est ce qu'elle dit au départ. Oui. Et elle refait un peu le tour, comme si elle était dans un monastère à refaire sa vie. Il y a une histoire de papier peint d'ailleurs qui me fait penser à la dernière chambre d'Oscar Wilde. Exactement. Elle dit qu'est-ce que je fiche ici dans cette chambre à l'affreux papier peint d'une auberge de rencontre. Voilà. Et en l'écrivant ça, effectivement, et c'est là où on voit l'homme lettré. Je pensais à Oscar Wilde, effectivement. L'un de nous deux doit disparaître. Voilà, de nous deux, il y en a un qui doit disparaître. Donc. Et donc, Juliette, dans son enfance, est une enfant pieuse. Tout à fait. Elle va aller chez les sœurs. Oui. Elle est même sollicitée par l'évêque pour rentrer dans les ordres, mais elle, c'est pas du tout ça. Oui, c'est un grand moment de sa vie, puisqu'elle, alors c'est une scène importante dans la pièce, et que Marie joue de manière bouleversante. L'évêque, donc Monseigneur de Quélin, et qui était un type brillantissime, et un type vraiment qui était très connu à l'époque, qui était pas encore, qui était coadjuteur, je crois, mais qui est devenu évêque après. Et archevêque, Monseigneur de Quélin, à un moment lui dit, mais Juliette, il voit cette gamine qui a 15 ans qui pleure. Et lui dit, mais enfin, en gros, oui, nos couvents ne sont pas des prisons, Juliette. Si tu ne veux pas être religieuse, il est hors de question. J'ai pris la liberté de rajouter cette phrase. Nos couvents ne sont pas des prisons, voyons. Et lui donne en plus l'accent marseillais, alors qu'il était né à Saint-Brieuc. Mais bon, ça fait partie des inventions. Voilà. Et qui était en plus très aristocratique, très bon. Oui, j'en ai fait un Don Camillo, mais ça fait partie des choses auxquelles on a droit dans une création. Voilà. Alors, donc, elle va devenir comédienne. Tout à fait. Et c'est en tant que comédienne qu'elle va jouer, pas le rôle principal, mais un rôle important dans une pièce, Lucrèce Borgia. Elle joue le rôle de la princesse Negroni, où elle est merveilleuse et magnifique, de beauté. Enfin, elle irradie, quoi. C'est un petit rôle, mais qui irradie, voilà. Et Victor Hugo était en admiration. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais lui, il est marié. Mais leur relation, leur passion va durer 50 ans. Elle va l'accompagner. Alors, on va pas rentrer dans tous les détails. Et puis, alors, il y a quand même un détail important qui est sur lequel on assiste un peu dans la pièce, parce que peu de gens le savent finalement. C'est que Victor Hugo a 30 ans. C'est un homme qui porte, on le dit dans la pièce, une sorte de mélancolie d'homme blessé. Et effectivement, c'est un homme blessé. Pourquoi ? Parce que lui était amoureux de sa femme. Il aimait. Ils ont eu 5 enfants ensemble, dont un est mort en bas âge. Et Victor Hugo, là à 30 ans, sa femme se refuse à lui. Elle fait chambre à part. Et en plus, elle l'a trompé avec son meilleur ami, qui était le critique Charles-Augustin Sainte-Beuve. Voilà. Alors, il faut remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Victor Hugo était fidèle à sa femme, et c'est sa femme qui a fauté avec son meilleur ami, ce qui est quand même une tragédie, c'est quelque chose qui doit être assez épouvantable. Et donc, Victor Hugo se retrouve face assez fragile face à cette femme éblouissante qui avait plein d'admirateurs. Théophile Gautier a écrit des pages sur elle où on voit qu'il est amoureux. Enfin, voilà, Juliette était magnifique. Il y a une statue qui a été faite d'elle, comme on ferait aujourd'hui les produits dérivés, qui s'est vendue comme des petits pains. C'est-à-dire que vraiment, elle aurait pu épouser n'importe quel banquier, n'importe quel Nucingen au portefeuille bien garni. Mais non, elle a toujours préféré la passion, l'amour et le risque.
Voilà. Et Et c'est donc, ça elle qui est va- beau. Elle va accompagner Victor Hugo dans sa gloire, mais aussi dans les Dans son épreuves, exil. dans son exil. 19 ans Oui, d'exil. 19 ans d'exil, ouais. Parce À que là, il Jersey, tombe en puis disgrâce Guernesey. complète du temps de Napoléon III. Oui. Et donc, il part à Jersey, à Guernsey. Et puis, En passant par Bruxelles. Et c'est ça qui est important. Oui. Parce que si elle va à Bruxelles, parce qu'elle s'est dit, où est-ce que je vais aller? Bon, elle aurait pu aller chez sa sœur, mais Victor Hugo, qui habitait en Bretagne. Mais Victor Hugo l'aurait retrouvé facilement. Bon, elle l'avait déjà fait, parce qu'elle l'a quitté plusieurs fois. C'était des coups de semonce qu'elle donnait. Et pendant ces coups de semonce, d'ailleurs, ça il faut le préciser, Victor Hugo, géant au pied d'argile, s'effondrait. C'est-à-dire qu'il l'aimait tellement, Juliette. On dit, il l'a trompée. Oui, il l'a trompée. Et oui. Donc là, il a été plus petit que grand, on est tous d'accord. Mais il l'aimait, mais comme un fou. C'est-à-dire quand elle partait, il était perdu. Les gens qui le voyaient ne le reconnaissaient plus, il ne dormait plus, il pleurait toute la nuit, il courait Paris dans tous les sens, il bombardait tout le monde de télégrammes. Si Interpol avait existé, il aurait alerté Interpol, mais c'était Victor Hugo quand même, donc il avait alerté la police. On est en 1873. Imaginez le commissaire de police qui reçoit Victor Hugo. Donc et donc ils ont mis les moyens, mais nul n'imaginait qu'elle fût à Bruxelles, puisque à Bruxelles ils avaient des amis. C'était l'antichambre de l'exil, hein, c'est là où ils se sont retrouvés avant d'embarquer pour les îles. Et donc elle avait plein d'amis, mais elle ne les avait pas prévenus. Voilà. Et donc, elle a su préserver cette semaine, cette parenthèse, seule dans une petite chambre comme ça. Ce qu'elle a voulu retrouver. Et donc, quand ils vivent cet exil, elle va s'installer non loin de la famille. Elle respecte quand même quelque part la famille, mais ils vivent les épreuves ensemble. Lui, le décès de leur fille, chacun va perdre sa fille. À 3 ans d'écart. À 3 ans d'écart. Et toutes deux à 19 ans. C'est terrifiant. Et en même temps, ça va pas l'empêcher, elle, de devenir à un moment amie de la femme de Victor Hugo. Tout à fait. Oui. Ça, tu peux raconter, il y a une belle scène. C'est une très belle histoire de pardon et de... Oui, en fait, on en parle à peu près à la fin du spectacle. À un moment donné, Madame Hugo envoie une invitation à Juliette, lui écrit une lettre. Juliette, à plusieurs reprises, Juliette refuse, se sent pas encore légitime vis-à-vis de Madame Hugo par respect, par retenue, parce qu'elle était délicate, c'était une femme délicate qui savait aussi se faire discrète quand il le fallait, et en même temps dire ce qu'elle avait à dire quand il fallait le dire. C'est ce que j'aime aussi chez Juliette, c'est qu'elle était pleinement entière et pleinement elle le ménage vivante. pas. Elle le ménage pas du tout, non. Pour Madame Hugo, à un moment donné, elle lui envoie cette lettre, et petit à petit, elles vont nouer cette amitié. Alors ça peut être surprenant comme mot, mais c'est vraiment le mot, je pense. Florence Nogrette, qui a dans sa biographie, qui fait près de 600 pages, qui est très très fouillée, donc, magnifique biographie, emploie le mot d'amitié. Donc il y a vraiment quelque chose de... parce que même, je crois qu'à la fin de sa vie, elle va devenir aveugle. Madame Hugo devient aveugle, et Juliette lui fait la lecture chaque jour. C'est une image assez merveilleuse. Et Madame Hugo a compris, parce que c'était une femme intelligente, elle a fini par comprendre que Juliette n'était pas n'importe qui, qu'elle avait su rendre son mari heureux, et au moment où il n'existait plus rien entre eux. Et je pense qu'elle a su admirer aussi l'amour. Cet amour que Juliette a eu pour Victor, qu'elle n'a pas su, elle, quelque part, lui donner comme ça. Et tout ce qu'elle avait fait pour ses propres enfants, parce que Juliette a adopté ses propres enfants, comme Hugo l'a fait avec Claire, la fille de Juliette, qu'il considérait comme sa fille. Eh bien, elle a fait pareil avec ses enfants. Elle les défendait auprès de Hugo. Elle était la seule à lui tenir tête. Et elle adorait ses enfants. Elle avait noué un lien particulier, d'ailleurs, avec François Victor, le plus jeune des fils, et qui adorait Juliette. Mais ils ont tous été... les fils ont été très proches. Léopoldine, elle n'a pas eu le temps de vraiment la connaître. Et Adèle, c'est particulier, puisque c'est un destin, malheureusement, tragique. Mais les deux fils étaient très, très proches de Juliette. Et d'ailleurs, on en parle dans la pièce, et il y a un moment où elle parle d'Adèle et elle défend Adèle. Tu es l'homme océan, la puissance Adèle qui a eu un destin tragique. Exactement, qui a fini dans une maison. Donc c'est le film de Truffaut, Adèle H. Adèle H, tout à fait. Et elle lui dit, mais tu es la puissance incarnée, et elle est frêle comme une ondine. Elle ne demande qu'à vivre un peu hors de ton ombre. Elle parle de ce côté où Hugo avait tellement de place qu'en fait finalement Adèle en avait pas. Il était écrasant. Elle adorait son père, mais elle se sentait écrasée alors qu'elle était parée de tous les dons. C'était Pandore au sens étymologique. Elle était parée de tous les dons. Elle s'est fait faire de la musique, elle peignait remarquablement, elle écrivait, elle faisait tout. Mais à un moment, elle refusait tous les partis qu'on lui proposait. Et un jour, elle est partie, on le sait, elle a quitté Guernesey pour se retrouver en Nouvelle-Écosse, à Halifax, pour suivre une sorte... En fait, elle était atteinte de ce que les médecins appellent l'érotomanie. Et souvent, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. L'érotomanie, c'est pas la pulsion sexuelle. L'érotomanie, pas du tout. C'est une maladie mentale qui fait qu'on se pense aimer à la folie par quelqu'un qui nous obsède. Voilà.
Et là, elle croyait que c'était un officier anglais, un officier anglais, le lieutenant Pinson, et elle pensait vraiment qu'il l'aimait à la folie. Et elle est allée le retrouver à Halifax. Et lui, un jour, il a vu, mais mademoiselle Hugo, que faites-vous là? Mais enfin, je ne vous aime pas. Et ils se sont vus qu'une fois, je crois. Oui, je ne vous aime pas. Voilà, et elle est ça. partie pendant 9 ans. Elle l'a suivi ensuite sous les tropiques. Et elle a fait croire qu'ils allaient se marier. Donc Victor Hugo est allé jusqu'à publier les bans. Et à un moment, dans la scène, il le dit, mais je suis allé jusqu'à publier les bans, alors qu'elle était recluse dans une masure par moins 20 degrés, etc. Voilà. Donc une érotomanie qui confinait à la mythomanie. Elle a inventé une vie et elle a fini par rentrer et ils ont été obligés. Elle reconnaissait plus personne et ils ont été obligés de l'interner dans une maison de santé à Saint-Mandé où était déjà enterrée la petite Claire. On parle de Adèle H, on parle de Victor Hugo, de Juliette Drouet. Zétéo est un podcast chrétien. Vous décrivez une relation passionnelle et je dis Zétéo est un podcast chrétien. Je pense qu'il y a des auditeurs qui se disent on est où là? On est un petit peu perdu. Justement parce que Victor Hugo, on va en parler. Chrétien, on va en parler. Aussi, ouais. Vous décrivez une relation passionnelle et intense. Est-ce qu'elle ne va pas démontrer que le mariage, la fidélité, la relation qui se prolonge dans le temps, ce n'est pas une autre voie où la passion, l'intensité amoureuse n'ont pas leur place? Eh bien, je dirais en tout cas que il y a le mariage qui est merveilleux. Le mariage chrétien est vraiment magnifique. Ce sacrement est quelque chose auquel je pense ce serait dommage d'y toucher. Après, je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte de l'époque. À l'époque, on se mariait jeune, on se mariait souvent, il y avait des mariages arrangés, etc. Le 19e siècle était pas tendre, hein. Et aujourd'hui, il faut le dire, on a beaucoup il y a les nullités de mariage. Avant, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire que moi, je pense, en toute honnêteté, que Juliette a été la femme de Victor Hugo, la femme de sa vie. Il l'a dit. Mais sauf qu'à l'époque, on divorçait pas et il n'y avait pas de nullité de mariage. D'accord ? Aujourd'hui, on peut le faire. Sauf que quand elle est morte, quand la femme de Victor Hugo est morte, ils n'ont pas voulu se marier. Non. Alors, ce qui est beau, c'est que Victor Hugo, à la mort de Madame Hugo, et je vais te citer, si tu le permets, le texte, parce que il dit tout. Elle dit à un moment donné, un soir, Victor me demande d'être sa femme, mais, enfin, je le dis pas exactement comme tu le dis, mais en gros, elle lui dit non, quoi. Allons à un mariage morganatique comme un autre roi avec celui de là maintenant au soir de leur vie. Non. Elle se dit que quelque part, c'est du réchauffé, quoi. Ils se sont aimés 50 ans, ça suffit. Ils l'ont eu. Vous parlez, Patrick, je crois que c'est votre citation, d'un mariage d'amour, sans édile ni prêtre, ne pouvant être mari et femme par la loi, nous le serons par l'esprit et le cœur. Oui, c'est ça. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que, comme l'a dit Marie, effectivement, il faut pas oublier qu'à l'époque, d'abord, quelqu'un de très connu comme Victor Hugo, avec une famille, ne pouvait pas divorcer. C'est impensable. Voilà. C'est tout simplement impensable dans le contexte de l'époque. Il faut toujours faire attention aujourd'hui à cette pensée anachronique, cette pensée morale anachronique qui pourrit à peu près toute la pensée contemporaine. Et puis, deuxièmement, sur un plan pratique, légal, le divorce n'existait pas. À l'époque, il n'existait plus parce qu'il avait été institué sous le Premier Empire, mais ensuite aboli par la Restauration. Donc, il n'existait pas. Bon, et dans ce cas-là, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on vit un amour aussi intense, encore une fois, Madame Hugo avait trompé son mari, elle s'était éloignée de lui, ils avaient gardé des liens d'estime, mais c'est tout. C'est tout. Voilà. Et donc, Victor Hugo l'a très bien dit. Il l'a dit à un moment, ma veuve, parce qu'il pensait partir avant elle, ma veuve, ce sera Juliette Drouet. Ce sera elle, ma veuve. Et ensuite, ils ont habité ensemble dans le fameux hôtel particulier du 16e, voilà, pas très loin d'ici, dont l'avenue des Lots a été rebaptisée avenue Victor Hugo, voilà. Et donc, ils vivaient ensemble. Leur histoire au début a été clandestine, puis ensuite c'était un secret de polichinelle, tout le monde savait dans Paris, et puis après ils ont commencé à se montrer, mais vraiment sans retenue, et puis 50 ans quand même, c'est 50 ans. Mais je trouve qu'il y a une belle délicatesse aussi, même de la part de Juliette, qui s'est toujours quand même fait discrète, c'est-à-dire que au bout d'un moment, les gens savaient, les gens acceptaient, enfin, je pense que voilà, ce que j'aime aussi dans ce personnage, c'est son humilité, sa discrétion. Elle voulait pas prendre la place, et elle le dit d'ailleurs, de Madame Hugo, c'était pas le but. En tout cas, elle aimait profondément. Elle a toujours profondément respecté Madame Hugo, et c'est ce que Madame Hugo a fini par comprendre. Et c'est pour ça qu'elle lui en a témoigné une grande reconnaissance à la fin de sa vie. Mais la question est intéressante, Guillaume, parce que c'est vrai que de loin, on pourrait se dire, et moi la première, il est gonflé, il a fait 4 enfants, il aime Madame Hugo, et il part avec une petite jeune. Alors, ils avaient que 6 ans d'écart, hein. Là aussi, pareil, souvent, on a l'impression qu'ils ont 4 ans d'écart. Qu'ils ont 20 ans d'écart avec les gravures. 4 mais ils ont 4 ans, d'écart, ce qui est pas énorme. Et du coup, on pourrait effectivement rester sur ça, mais
La vie est tellement plus complexe que ça. Et je pense que ça mérite des nuances. Et donc, qu'est-ce qu'elle écrit dans ces 22 000 lettres? Je me demande si c'est Madame de Sévigné a peut-être écrit moins de lettres qu'elle, non? Oui, sans doute. Et moi, je pense, et comme beaucoup, comme Florence Nogrette, etc., que elle est à mettre au rang des grandes épistolières. Enfin, Madame de Sévigné. Qu'est-ce qu'elle écrit dans ses lettres? Elle a beaucoup lu Madame de Sévigné. Alors, c'est ce qu'elle appelait ses restituts. Ses restituts, c'était tout simplement sa manière de raconter sa journée à Victor Hugo, qu'elle le voit ou non d'ailleurs. Parce que parfois, elle lui envoyait les lettres, évidemment, il se voyait quand même souvent. Elle lui envoyait malgré tout les lettres pour lui raconter sa journée. Alors, parfois, ce sont elle raconte, parce qu'elle était dans une véritable ménagerie, elle avait des animaux, elle avait une perruche, elle avait un perroquet extrêmement féroce à un moment, elle avait un chat, elle avait un chien. Bon, elle était, et donc elle racontait de menues choses, des choses un peu sans importance du quotidien. Mais à côté de ça, il y avait des considérations sur le monde, sur la vie, mais extrêmement intelligentes, très bien écrites. Et plus les premières lettres sont écrites un peu naïvement, enfin il y a pas vraiment encore la patte, mais plus ça va, plus on sent le style évolue. Le style évolue et ça devient un style d'écrivain vraiment quoi. Elle devient une épistolière. Ces lettres sont-elles publiées? Ah oui, on les trouve. Elles ont été publiées en livre. D'accord. Je sais qu'on les trouve chez Gallimard. Il y a les éditions des femmes aussi, on en publié avec des lettres croisées. Et lui, il répondait? Alors, il avait moins de temps, évidemment, mais il lui a écrit des centaines et des centaines de lettres, bien sûr. Et comment voit-on Victor Hugo, selon vous, évoluer? Qui Victor Hugo n'aurait-il pas été s'il ne l'avait pas rencontré? Alors moi, si tu me permets, je vais en parler du Victor Hugo qui, après la tromperie de sa femme, Adèle, se renferme. Victor Hugo, c'était quelqu'un, avant la rencontre de Juliette, qui était pas très sensuel, on va le dire, pas élégant, qui avait les cheveux en bataille, des petites lunettes, qui était habillé pas très soin de lui, oui. Voilà, il prenait pas soin de sa personne. Et à la rencontre de Juliette, elle avait un peu révolutionné ça. Juliette, c'était une personne qui était une belle personne, qui était très à l'aise avec son corps, faut le dire. Elle a été aussi le modèle de Pradier, qui devient aussi son amant, qui est le père de sa fille Claire. Et donc c'était une femme, je pense, très à l'aise avec sa sensualité et très à l'aise avec son corps. Et quand elle rencontre Victor est complètement pétrifié, coincé. Merci de le dire, c'est ça. Il n'a connu qu'une femme, sa femme. Et Juliette va le libérer, va apprendre. Victor Hugo va apprendre à s'aimer à travers son regard. Et du coup, quelque part, c'est bien et c'est pas bien, puisqu'après, il va en profiter, mais pas seulement qu'avec elle, quoi. Et donc, elle dit dans la pièce, voilà, j'étais vu mon bon Toto aller courir, voilà. Elle l'appelait Toto. Après, voilà, Toto et Juju, et ça, on n'invente rien. C'était leur petit nom, ça leur donne une dimension humaine, justement, c'est ça qui est touchant. C'était leur petit nom qui s'échangeait dans l'intimité. Donc, oui, elle lui apporte cette sensualité, et ensuite, je pense que Juliette, on l'a dit tout à l'heure brièvement, mais c'était une femme qui était sincère et qui disait ce qu'elle pensait. Et des fois, elle lui dit les choses. Et Victor n'a pas forcément l'habitude. Elle lui dit ses quatre vérités. Hein. Voilà, il a l'habitude plutôt qu'on le caresse dans le sens du poil. Il suffit de lire ses lettres, hein. C'est assez envoyé. Exactement. Hein, et elle envoyait, je ne me privais pas de le dire à mon Toto, qui grognait et dodelinait comme un ours. Mais elle sentait qu'elle devait le faire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de calcul. Et lui, il acceptait. Voilà. Autant il aurait refusé de tout autre, hein, autant d'elle, il acceptait. Et ensuite, je dirais que dans l'œuvre d'Hugo, Juliette a été celle... a inspiré Hugo parce que Juliette est orpheline, elle a été élevée par les sœurs, et ça vous rappelle un personnage, Guillaume, je pense, Cosette des Misérables. Et Victor Hugo avait demandé à Juliette de faire un espèce de carnet où Juliette écrivait ses souvenirs d'enfance, pour que Cosette soit le plus crédible possible. Juliette, c'était un petit peu la fille du peuple, quoi. Et Victor, grâce à Juliette, a pu façonner son personnage et ses différents personnages, comme la mère supérieure. D'ailleurs, c'est la mère Drouet, non? Il n'y a pas un nom? Il y a une religieuse qui s'appelle Drouet, voilà, une autre qui s'appelle Gauvin, qui a le nom de Juliette. Donc Juliette a un petit peu ses influences par-ci, par-là. J'ai relu Les Misérables. J'ai profité d'un des derniers confinements pour relire Les Misérables, et j'ai noté, j'ai dû en rater, hein, j'en suis à peu près sûr, mais j'ai noté entre 15 et 20 références. Allusion, hommage à Juliette, plus ou moins crypté. Parfois, c'est d'une clarté absolue. Quand il parle de Drouet ou Gauvin, les Madelonnettes, tout ça, c'est sa vie. Évidemment, Cosette, c'est elle. Mais il y a des descriptions. Évidemment, il l'a décrit. Quand il décrit Fantine, dont il décrit la beauté magnifique qui va se flétrir, on le sait, terriblement, eh bien, il décrit Juliette. Hein. C'est les mots qu'il emploie quand il décrit Juliette. Donc, elle apparaît elle apparaît partout. Elle apparaît dans les Contemplations. Dans 95. Contemplations, justement, quand on préparait l'émission hier, Patrick, vous me disiez, c'est une femme qui prie.
Et c'est une femme de foi, et elle a une influence sur Victor Hugo à ce niveau. Alors oui, elle a eu donc ces 5 années passées chez les Madelonnettes. Elle est issue d'une famille chouane très très pratiquante, très très catholique, et son grand-père avait trempé dans la chouannerie, donc elle est née à Fougères en 1806. Il faut pas oublier que voilà les guerres de Vendée, la chouannerie, c'est encore très très proche dans les mentalités, les drames de la Révolution. Et donc elle a gardé cette foi. Elle aurait pu, dans ces années difficiles, quand même, il fait froid, on est dans des dortoirs assez immenses, la règle est dure à l'époque, chez les Madelonnettes. Eh bien, elle aurait pu évidemment être peut-être rejeter tout ça à vie, mais non, au contraire, elle a rencontré parmi les sœurs des sœurs parfaitement indifférentes, et puis d'autres qui ont été des mères de substitution pour elle, et notamment la mère supérieure, qui ont été des femmes admirables. Elle les admirait, elles étaient très proches de leur gamine, et vraiment, pour elle, c'était un moment important, et même si elle n'a pas voulu, évidemment, poursuivre dans les ordres, ensuite, elle a toujours été, toute sa vie, elle a été très pieuse, ouais. Oui, elle s'adonnait beaucoup à la prière, et sa foi d'airain, mais vraiment, qui a toujours été très forte, lui a permis de surmonter toutes les épreuves, et ça lui a permis, je pense, d'aider beaucoup Victor Hugo, qui lui, une fois encore, croyait en Dieu mordicus, puisque il le dit dans son testament, je crois en Dieu, voilà, donc qu'on arrête un petit peu là encore avec cette vulgate qui voudrait faire de Victor Hugo un athée, et pas du tout. Dieu imprègne toute son œuvre. C'était pas une grenouille de bénitier, Victor Hugo. Alors voilà, simplement, ce n'était pas... Il était anticlérical, quoi. Il était volontiers anticlérical, oui. Mais encore là encore une fois, très, très paradoxal, puisque il avait des amis prêtres, évêques, etc. Et puis le plus beau personnage de toute son œuvre, c'est l'évêque Myriel. Forcément. Bienvenue Myriel, magnifique personne et personnage du début des Misérables. Voilà, donc bon, vous voyez, tout ça est complexe. Et, oui, qui est une figure de saint. Oui, absolument. Et tout ça est complexe, ce qui veut bien dire que... Mais en tout cas, Victor Hugo avait vraiment une foi profonde. Il aimait rentrer dans les églises, je crois. Oui, bien sûr, il adorait. Après, à des moments de sa vie, je rebondis avec ce que tu dis, il a perdu sa fille, ça a été une énorme souffrance, et il s'est adonné au spiritisme. Voilà. Donc c'est pas très bien vu par les catholiques, le spiritisme, c'est de elle-même s'en moquait d'ailleurs, Juliette, je crois. Et elle s'en moquait, et elle était contre ça. Elle était pas très du en tout, colère. Elle était en colère de ça, et elle lui disait, et ça a duré plus de 2 ans, cet engouement, on le dit dans le spectacle. Oui, parce que c'était une sorte de mystique de substitution, une mystique de pacotille, et donc l'occultisme, etc. Et elle détestait ça. Elle savait bien que ça ne mènerait nulle part. Et donc pendant 2 ans, ça a duré. Et puis à un moment, il y a eu un accident. Un de leurs amis qui a fait une crise de démence, qui s'est mis à rouler par terre, et qui a été emmené Manu Militari par Charles, d'ailleurs, l'aîné des Hugo, à Charenton. Ils ont traversé le Channel, la Manche, pour arriver, pour qu'il soit interné à Charenton, tout simplement. Donc ça a été un moment qu'elle a détesté. Ça a duré quand même 2 ans. 2 ans, ouais. 2 ans. Tu le dis. Mais c'était pour Victor Hugo, il était affaibli par la perte de... Il était détruit, quoi. Il était désespéré, donc forcément, il cherchait par tous les moyens à la retrouver. À communiquer avec sa fille, quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça peut apporter au public contemporain, le personnage de Juliette ? Je pense que Juliette, c'est la fraîcheur. Et puis aussi, il y a un côté s'accepter soi-même, oser être soi. Prendre confiance et oser être ce que l'on est. Je crois que c'est ce qu'a été Juliette finalement. Il n'y avait pas de calcul chez Juliette en fait. Voilà, c'était une femme sincère, une femme passionnée, une femme profonde, une amoureuse, mais pas qu'avec son cœur, avec sa tête aussi. C'est une femme très intelligente qui s'est cultivée. Quand Hugo l'a rencontrée, c'était une comédienne qui avait une culture de théâtre, mais chez les Madelonnettes pendant 5 ans, elle n'avait pas eu une formation extrêmement poussée. Donc, mais comme elle était très vive, très intelligente, elle a beaucoup appris au contact évidemment de tous les écrivains. Et à la fin, quand on voit les hommages qui lui ont été rendus à sa mort, mais d'abord il y avait foule à son enterrement, et puis les hommages qui lui ont été rendus par tous les grands écrivains de l'époque, et qui lui rendaient hommage vraiment comme à quelqu'un qui était leur égal, et qui pouvait parler de littérature, qui parlait de poésie. Juliette, hein. Oui, Juliette, bien sûr. Absolument. Et ce qui me plaît aussi chez Juliette, c'est que c'est quelqu'un de têtu, mais dans le bon sens. Et j'entendais Mère Teresa, ou c'était Sœur Emmanuelle, qui disait, quand vous avez quelque chose dans la tête, ne lâchez rien. Quand vous avez une passion, quand vous sentez que c'est là où vous devez aller, là où vous devez être, ne lâchez jamais. Et Juliette, elle n'a jamais lâché. Jamais. Pourtant, elle aurait pu, à diverses reprises, quitter Hugo, changer de vie, mais elle n'a jamais lâché.
parce qu'il y avait cet amour en elle, peut-être même qui la dépassait elle-même. Et elle le dit à plusieurs reprises. Elle est dépassée par ça aussi, elle. Elle se dit, mais pourquoi je l'aime autant ? Je crois qu'il y avait une dimension mystique. Oui, voilà, une dimension mystique. D'ailleurs, ils appelaient leur union une union mystique. Il y avait une dimension mystique. Ah oui. Très, très clairement, c'était l'union mystique, leur mariage mystique, qui n'était pas un mariage reconnu par l'Église, mais qui était un mariage mystique. Et il y avait cette dimension mystique entre eux, et où Dieu avait sa part, très, très clairement. Ouais. Vous avez parlé de passion tout à l'heure, vous êtes tous les deux des artistes. Les artistes sont des passionnés dans la littérature, dans le théâtre, la comédie. Quand on vit dans un monde qui est près de la guerre, secoué par les drames, ça sert à quoi, l'art ? Vas-y, commence. L'art est un antidestin, comme dirait Malraux, mais bien sûr. L'art, c'est ce qui permet de donner forme à l'informe. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Moi, j'ai enseigné la philo, mais je vais pas revenir à quelque chose de philosophique. Mais oui, c'est ce qui permet de donner une forme à l'informe. Ça, c'est très aristotélicien. Mais il y a quelque chose dans l'art qui permet tout simplement de transcender le réel, notre petit destin. Et c'est ce qu'a fait Victor Hugo à travers ses œuvres. Il est devenu donc aujourd'hui, c'est un peu la statue du commandeur des lettres françaises, toujours aujourd'hui. Bon, c'est vrai, quand on parle du grand anglais, on dit Shakespeare, du grand espagnol, c'est Cervantes, du grand italien, c'est Dante, et en France, on dit la langue de Molière, mais le grand écrivain français, c'est Victor Hugo. Bon, voilà. Et puis, il y a aussi quelque chose que Michael Lonsdale disait toujours, l'artiste, il saisit, il a quelque chose en lui qui le traverse, dont il ne se doute pas d'ailleurs, qui le traverse, et il est un peu le traducteur de cette lumière. Donc c'est en quelque sorte aussi la manière de mettre en forme ce qui nous dépasse en nous-mêmes. On parlait d'amour, moi j'appellerais ça Dieu, mais je dirais que l'artiste est là pour sublimer et pour rendre forme ce que tu disais, l'invisible en quelque sorte. Il est co-créateur, il devient co-créateur. C'est pas rien. Il a une mission, l'artiste. Il a une mission. Je pense que le mot n'est pas bien trop sûr, fort. Et Juliette a eu cette mission aussi, c'est-à-dire qu'elle a eu cet appel, cette vocation, au sens fort et même religieux d'une certaine manière, mystique. C'est-à-dire qu'elle a été appelée à être aux côtés de Victor Hugo, et plus que ça, c'est-à-dire qu'elle a, on le sait, recopié toutes ses œuvres, enfin la plupart de ses œuvres, dont Les Misérables, mais elle était aussi une force de proposition, c'est-à-dire qu'elle arrêtait pas de lui faire des commentaires, et il l'écoutait. Lui faire des vrais commentaires, parce qu'elle avait une vraie intelligence des personnages, des choses. Elle détestait Javert, par exemple. Bah, évidemment, qui aimerait Javert, aux allures de Javert. Voilà, mais elle détestait Javert, et elle lui parlait des personnages, elle les ciselait à sa manière, elle lui disait « qu'est-ce que tu penses de ça ?» Bon, elle ne s'est pas contentée de copier comme ça simplement ce qu'on lui donnait. Non, elle avait a été capable de soutenir des échanges avec lui et de soutenir des idées. Elle était artiste, elle était comédienne, donc forcément elle avait cette sensibilité. Et puis elle a prouvé elle a laissé des carnets, des journaux, et puis des lettres qui prouvent qu'elle avait un talent d'écrivain qui est aujourd'hui, Dieu merci, reconnu. Je vais peut-être quand même attirer un peu les foudres de certains auditeurs, parce que certains diront oui, mais quand même c'est adultère, on peut pas oui, c'est sûr. mettre en avant une femme ils auraient pu ne pas avoir l'adultère, c'est Mme Hugo qui l'a oui, l'a mais commis. Je comprendrais qu'on dise d'accord, c'est de bonne guerre, mais en même temps, pour autant, est-ce que ça vaut de faire la même chose de l'autre côté, quoi ? Enfin, je comprends les deux en fait, mais j'ai envie de dire, ça serait dommage de réduire cette femme à ça. Bien sûr. D'une part parce qu'elle est d'une grande richesse, et que ça serait dommage de rester dans le jugement qui aveugle et qui finalement nous enferme, ce petit jugement. Ah bah oui, comme c'est une femme qui a causé l'adultère, du coup, on met dans un tiroir. Mais ça serait dommage. Enfin, moi, c'est mon avis, de rester Justement, là-dessus. vous êtes tous les deux chrétiens. Est-ce que votre foi, elle peut fixer des limites dans votre inspiration, vos créations, vos interprétations ? Alors c'est une excellente question. Très bonne question. Mais c'est vrai que la question des limites, elle est... Parce que Marie, on peut être étonné après Sœur Faustine ou Jeanne d'Arc. Justement, c'est là toute la richesse. Moi, j'y vois même une forme de logique, c'est-à-dire que Juliette, elle ne peut être l'incarnation du diable, franchement, qu'auprès de, de certains penseurs archaïques. On a quand même évolué. Et elle est tellement... moi, je pense que c'est surtout une question d'ignorance. C'est-à-dire, quand on s'en tient aux clichés, quand on s'en tient à la vulgate, à des choses un peu superficielles, effectivement, il peut y avoir ceci et cela. Mais quand on approfondit, il suffit de lire, je ne vais pas faire de promotion pour mon livre, voir la pièce, lire mon roman, et puis lire la magnifique biographie de Florence Nogrette, là, on voit qu'on a affaire à quelqu'un de profond, de complexe, et qu'on ne peut qu'aimer. On ne peut que l'aimer.
d'abord on tombe amoureux d'elle, et puis après, comme Madame Hugo, la preuve, c'est ça. En fait, Qu'il a aimé. Qui s'est dit, Qui en a fait une amie à la fin de sa vie. Mais c'est quelqu'un d'exceptionnel, tout simplement. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et elle a fini par le comprendre et par devenir son amie. Donc, ce revirement de Madame Hugo, qui était quand même une personnalité difficile, assez rigoriste, eh bien, ce retournement suffirait. Je veux dire, si je me faisais l'avocat de Juliette Drouet dans un prétoire, mais elle n'a pas besoin de ça, eh bien, ça suffirait à tout dire. Ça suffirait. Et je rebondis sur ta question parce que c'est marrant, on a eu cette même question avec des amis artistes il y a pas longtemps. Est-ce que quand on est chrétien, est-ce qu'on doit rester dans un répertoire uniquement chrétien ? Est-ce qu'on doit interpréter des rôles uniquement chrétiens ? Surtout pas. Ben voilà, je vais répondre à ce sujet-là puisque moi-même, voilà, ça a été des questions qui m'ont hanté pendant un certain temps. Et justement, Michael Lonsdale disait, en fait, l'important c'est la source. Qu'est-ce qui te motive pour travailler tel texte ? Moi, je pense qu'aussi le métier d'acteur est comme le métier d'avocat. C'est-à-dire ressortir le meilleur du personnage, le défendre avec son cœur. Et par exemple, c'est pareil, on n'aurait pas le droit de jouer un assassin ou un meurtrier dans ces cas-là. Dans ces cas-là, ça peut aller loin. Mais justement, moi je trouve que c'est ça la richesse de notre métier. C'est de pouvoir donner de l'humanité là où il n'y en a pas. De pouvoir donner, de dire que le cœur humain est si complexe. Marie s'enflamme, là, j'aime bien. Ah oui, non, mais je vous jure, c'est une question qui me taraude. Elle a raison. L'être humain est si complexe, ça serait tellement dommage de le réduire. Dieu est infini, donc à partir de là, Jésus, il est venu pour les lépreux, les pécheurs. Donc nous, comédiens, si on devait jouer que des saints, bah pour moi, on aurait fait qu'une partie de l'humanité, quoi. Donc c'est pour moi même essentiel de pouvoir jouer d'autres personnages, d'autres figures. Et puis il y a cette question de l'évangélisation. Si on se contente d'évangéliser autour de sa maison, eh bien, depuis 2000 ans, le christianisme, aujourd'hui, il y a à peu près 2 milliards et demi de chrétiens dans le monde. Il n'y aurait pas eu 2 milliards et demi de chrétiens dans le monde. Donc, si les apôtres se seraient arrêtés en Israël, suppose de sortir hors de son champ un peu personnel, familial, etc., pour aller vers le risque. Vers l'inconnu. Et l'évangélisation, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai un témoignage là-dessus, quelque chose qui m'est arrivé lors d'une lecture, je ne sais plus où, dans un château qu'on avait fait, et un journaliste de RCF, de ta région, de Vendôme, Michel. Oui, Michel. J'étais un petit peu travaillée, et à la fin de la pièce, donc à l'époque c'était une lecture, Michel vient me voir, il me dit « Je pourrais vous poser une question, mademoiselle ? On ne se connaît pas, j'ai interviewé Michael Lonsdale, etc. Est-ce que vous êtes croyante ?» Alors je suis restée complètement ébahie par cette question. Je dis, pardonnez-moi, mais on ne se connaît pas. Pourquoi cette question ? Écoutez, la pièce que je viens de voir, je trouve que vous avez donné une profondeur et ça se voit. Et ça répond à ta question. Je me suis dit, tiens, c'est étrange, je joue pas une Thérèse de Lisieux et on me dit ça ? Et donc ça répond un peu à cette question, cette ambivalence, mais quoi. La pièce, je me suis dit, d'accord, ok, je suis à la bonne place. Pour moi, ça a confirmé aussi le fait de jouer Juliette et de jouer d'autres personnages. Si je joue un meurtrier, mais qui veut se convertir, un meurtrier qui est torturé, un meurtrier qui est vivant, mais qui se cherche, pourquoi pas ? Dans le roman, comme dans la pièce, et ça tu peux en témoigner, dans la pièce, la foi, la prière, joue un rôle essentiel. Il y a même les chants. Essentiel. Il y a même les chants. Veni Creator et le Salve Regina. Bien sûr. Et puis, il y a du Hildegard de Bingen avec la voix des anges. Donc, non, mais c'est vraiment... et le Pergolèse. Et puis, il y a le Stabat Mater de Pergolèse. Donc, évidemment, moi, je ne renie pas, je suis chrétien, mais je n'ai rien inventé. C'est-à-dire que Juliette était profondément imprégnée de tout ça. Et leur histoire a été profondément imprégnée de tout ça. Donc, il n'y a rien à inventer. Je me souviens sur cette histoire où à un moment, un ouvrier qui était à la tête d'une espèce de petit groupement anarchiste vient voir Victor Hugo et lui dire vous êtes le héros OS mais aussi AUT donc du républicanisme, vous êtes des nôtres, et lui de dire oui, je suis du côté des plus humbles, bien sûr, etc. Oui, mais vous n'êtes pas du côté des curtons et des calotins, vous êtes de notre côté. Et le dire ça dépend comment vous l'entendez, parce que là vous avez l'air de... Et dire, mais enfin, vous êtes de notre côté, vous n'êtes pas du côté de leur Dieu. Et lui de dire, pourquoi vous me demandez de choisir ? Parce que si c'est choisir, c'est tout vu. Vous savez où est la porte. Ah oui. Ah oui, il a quasiment, et dans mon roman, on trouve ça, et ça c'est vrai, ça a été rapporté, et donc il les a conduits, enfin, parce que
Parce que Victor Hugo n'a jamais s'exclamé jusqu'à son testament qu'il croyait en Dieu. Voilà. Il avait sa manière, bien à lui, d'y croire, mais il croyait en Dieu et il était profondément un homme de foi. Et quand on est un homme de foi et un artiste, un écrivain ou une comédienne, qu'est-ce que ça change ? Alors, Est-ce que ça change quelque chose ? Oui, ça change quelque chose. Alors moi, je dirais, à ma façon, on est obsédé par le sens, on veut donner du sens. Voilà, moi, c'est un petit peu ma quête quand je travaille sur un personnage. Quel sens je veux donner, quelle part d'humanité je veux rendre, qui fait écho à ma propre humanité, élargir, j'ai envie de dire, le sens et aller à l'intérieur de soi finalement, parce que c'est là où tout commence. Et Michael disait toujours, faire sa cuisine intérieure. Et dans sa cuisine intérieure, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a Dieu, il y a l'amour. Donc oui, quelque part, ça aide, je pense. Oui, Marie a tellement raison. Et c'est vrai qu'il y a cette volonté, moi, quand j'écris aussi. Moi, il est hors de question que je sois un écrivain catholique. Mais je suis Pourquoi ? Un catholique qui écrit. D'accord. Voilà, c'est très différent. Donc j'assume totalement. Mais dans ce que j'écris, j'ai pas vocation à écrire que des livres imprégnés de ma foi. Après, comme je disais tout à l'heure, l'évangélisation suppose d'aller plus loin, d'aborder à d'autres rivages, et voilà, y compris des gens qui sont peut-être pas tout à fait hospitaliers. Bon, mais en tout cas, s'il y a une chose moi qui me mobilise, et je pense à un autre de mes livres, mon roman, il s'appelle L'homme qui fuyait le Nobel, qui est imprégné de ça aussi. Et bien, qui est un roman qui est paru chez Grasset, qui a eu vraiment très bien marché. oui, qui a connu vraiment une très belle destinée, qui a été un joli succès. Et donc, la phrase à partir de laquelle j'ai écrit ce mot, c'est une phrase de Bernanos, autre grand chrétien, et là quand je dis autre grand, c'est en pensant à Juliette, etc., et Victor Hugo, hein, mais qui disait, voilà, l'enfer, c'est de ne plus aimer. Donc c'est vraiment l'enfer, c'est de ne plus aimer. Marie approuve. Complètement. Et Saint-Augustin disait aimer, c'est... Non, attends, je sais plus. Comment... La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Merci Patrick, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Voilà, je cherchais la phrase. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est à la base de tout ce que j'entreprends en termes de création. Être artiste, comédien, écrivain, c'est suivre une voie très individuelle, parfois très solitaire. Pour chacun d'entre vous, quand avez-vous compris que vous ne mèneriez pas la vie de Monsieur Tout-le-Monde ? Tout de suite ? Alors oui, moi j'ai envie de dire très tôt dans l'enfance. Déjà, j'ai tout de suite compris qu'il se passait des trucs parce que j'avais envie de danser, j'étais attirée par la musique. Il y avait quelque chose qui me dépassait, une force et un besoin, mais un vrai besoin. J'allais même dire un besoin insaisissable, incontrôlable, de m'exprimer et de pouvoir ressortir ce que j'avais en moi. Mais tout jeune, à 4 ans, je me souviens, mon arrière-grand-mère m'enregistrait sur un magnétophone et je lisais, tu vois, ce qu'on a fait tout à l'heure, je lisais des textes en boucle et je les faisais écouter. Et je déclamais des textes à 4 ans, je déclamais des petites poésies que j'avais retenues à l'oreille. C'était un besoin, en fait. Je crois que c'est aussi simple que ça. Un besoin d'extraire ce que j'avais en moi. Alors, à l'époque, quand on est enfant, on sait pas trop ce qu'on a en nous. Et au fur et à mesure, à l'adolescence, ça a grandi. Ça n'a pas toujours été évident parce que ça a été un peu... j'allais dire houleux et voire torturé parfois, hein, parce que voilà. Et à la suite de ça, j'en ai fait mon chemin. Et il y a eu la rencontre avec le Seigneur dont j'ai parlé, on en a parlé ensemble, qui est venu, j'allais dire, donner un axe à cette voie. Voilà, qui est venu, j'allais dire, confirmer cet appel d'artiste que j'ai eu déjà enfant. Voilà. Patrick ? Moi, je crois que j'ai commencé à écrire, à faire des gribouillis, appelons ça comme ça, dès l'âge de 9 ans. J'ai dû écrire ma première nouvelle vraiment structurée à 13 ans. Enfin, j'ai commencé très tôt. Et puis après, des milliers de pages non publiées, parce que jamais j'étais satisfait de ce que j'écrivais. Donc, j'ai attendu l'âge de 30 ans pour me dire, enfin, un manuscrit que j'ai en main, que j'estime digne d'être montré à un éditeur. Je l'ai fait, il a été publié. Bon, voilà. Mais avant, j'étais je restais très humble, et je le suis toujours d'ailleurs aujourd'hui. Il faut toujours être très humble face à ce qu'on écrit, etc. Mais il y a une anecdote intéressante, c'est que dans le cadre universitaire, à un moment, j'ai joué une pièce de théâtre, et j'avais le rôle titre, une pièce de Monterland, et j'avais le rôle titre, et ça s'est très bien passé. J'ai adoré faire ce travail avec 6 mois de répétition. Enfin, c'était peut-être pas 6 mois, mais quand même, c'était un travail de longue haleine. Et puis, il ne nous dit pas tout. Il a été acteur. Ça s'est très bien passé, mais à la suite de ça, donc j'ai tout connu, le trac, et puis le trac qui s'en va quand on joue, etc. Et puis finalement, à l'issue de ça a été très formateur et très très important pour moi, puisque je me suis dit, je ne serai pas comédien.
c'est pas mon truc. Voilà. J'ai pas envie de ça. Par contre, comme je suis très prétentieux, j'écrirai pour des comédiens. Non, là, évidemment, c'est de l'humour. Et heureusement, Patrick, que tu es devenu écrivain. Mais je me suis dit, à ce moment-là, je ne serai pas comédien parce que c'est pas comme ça que j'ai envie de le vivre. Par contre, j'écrirai pour le théâtre. Vous voyez, c'est assez amusant quand même. Patrick Tudoret, Marie Lusignol, on arrive au terme de cette rencontre. Je tiens à vous remercier de tout cœur. On pourrait continuer longtemps quand on est lancé. Et puis, il suffit de suivre le fil de vos passions qui coule abondamment et si facilement. La pièce, là, cet épisode, il est diffusé au printemps. La pièce continue de vivre et de tourner. Alors, elle tourne à travers la France. Elle va être jouée là dans l'avenir à La Roche-sur-Yon. Elle va être jouée à Aix-en-Provence. Elle va être jouée dans plein d'endroits. On va mettre pour les auditeurs, il y aura un lien pour qu'ils puissent suivre peut-être le. Oui, on pourra mettre N'hésitez pas, oui, on a une page Facebook. On va le mettre. Victor Hugo, Montfolamour. On est sur Instagram. Voilà, donc il y a des informations qui tombent régulièrement. Et puis là, ensuite, la grande échéance, c'est un deuxième festival d'Avignon dans un théâtre magnifique, l'Oriflamme, donc à Avignon cet été, tout le mois de juillet. Et après, à nouveau, tournée. Marie, le trac avant ce second Avignon? Oui. Mais vous en avez déjà fait un. Mais confiante à la fois, mais c'est vrai qu'il y a toujours de l'appréhension. Avignon, c'est une grosse pression. C'est une grosse pression quand même. C'est exaltant, mais très stressant. Ouais. Et puis après Paris, bien sûr. Donc, mais ça, ce sera fin 2023, 2024. Mais évidemment Paris, bien sûr. Tout ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore sur Juliette juste avant de se quitter et qu'on peut encore dire que on a tout dit? J'ai l'impression qu'on a fait le tour, mais non, on dira jamais tout. Mais jamais tout. De Juliette, avant de se quitter, il y a quelque chose de l'ordre vraiment de la fraternité, de la sororité, comme vous voudrez, mais moi, je me sens vraiment. J'ai commencé plus jeune par être amoureux de Juliette parce qu'elle le mérite, parce que c'était une femme éblouissante. Et puis maintenant, je me sens une sorte vraiment de fraternité avec elle, incroyable, comme si. En fait, elle vit à travers ce livre, à travers la pièce. Elle vit. Marie l'incarne magnifiquement, et de manière bouleversante. Je confirme. Ouais, et j'ai vraiment l'impression qu'elle est là. Elle est vraiment là et elle nous, j'allais dire, elle nous regarde, elle se réjouit de on a souvent sur ZTO des épisodes où on exalte le féminin. C'est un très beau caractère féminin. Tout à fait. Et moi, c'est marrant parce que Juliette, je la vois comme une sœur. Des fois, vraiment, et à la fois comme une grand-mère. D'ailleurs, les petits enfants, de Victor Hugo l'appelaient Roumé. Et c'est vrai que moi, je la vois des fois comme une petite mamie qui me prendrait dans ses bras et viendrait me dire, mais c'est merveilleux ce que tu fais, bravo. Enfin, je ressens beaucoup de tendresse pour elle. Enfin, c'est pas que je suis admirative de sa beauté, mais les portraits d'elle à la fin de sa vie, elle a les cheveux blancs, et le dernier portrait est bouleversant. Elle est malade, on le sait. Elle est très amaigrie, elle est belle. Elle est belle et on sent que voilà, c'est la dernière image qu'on a d'elle. Donc il y a quelque chose d'une présence vraiment très très profonde. On va se quitter sur ces très très belles paroles. Je tiens à vous remercier, Patrick Tudoret, Marie Lusignol, Marie, avec beaucoup d'émotion. Pour ceux qui veulent écouter, il y a aussi les podcasts Télio. On a enregistré même des contes qui seront bientôt en ligne ou qui sont peut-être déjà en ligne. Je tiens à vous remercier. On aura certainement d'autres occasions. Merci Guillaume pour ton accueil. Merci Patrick, merci Marie. Merci beaucoup Guillaume. Merci chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode.